Quand il s'agit de parler de chaussures de course, que des experts. La dernière fois, j'ai essayé une nouvelle paire de chaussures, un classique, un drop de 4, 200 grammes en 42. Bah je vais te dire, la Codas a renvoyé 10 joules à l'impact. Alors les chaussures à plaque carbone c'est bien gentil, mais dans 2 mois on n'en parle plus. Quand il s'agit de parler de vélo, que des experts. Écoute-moi bien, ça c'est pas une roue, c'est une œuvre d'art. Eh oui, je sais ce que tu vas dire. Je sais que j'ai gardé un 11-28 à l'arrière, mais c'est pour pouvoir compenser le monoplateau de 55 à l'avant, rien de plus. Par contre, quand il s'agit de parler de combinaison néoprène de natation, la combinaison néoprène, c'est un outil quasiment indispensable pour le triathlon, à la fois pour la performance, surtout pour ceux qui nagent pas très bien, mais aussi pour la chaleur que ça apporte. Et pourtant, très peu d'informations circulent à leur propos. Au grand bonheur de la majorité des fabricants de combinaisons, puisque moins le client est éclairé, plus on peut se faire d'argent sur son dos. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché d'un vrai artisan français qui aime son métier, qui sait de quoi il parle, qui a accepté que je vienne directement dans son atelier pour me partager son savoir et pour que, à mon tour, je vous le restitue en vidéo. Ce monsieur, c'est Xavier Mérian, le fondateur de la marque française Aquaman, la première marque au monde à avoir fabriqué des combinaisons spécifiques pour le triathlon en 1984 et qui depuis a équipé pas mal de sportifs. Je sais pas si vous connaissez Vincent Louis, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand, mais aussi à l'international, je sais pas si vous connaissez genre Simon Whitfield, Greg Bennett. Pas très connus les mecs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 19 ans, il a commencé à travailler, on va dire en bas de l'échelle au niveau des chaînes de production néoprène. Et aujourd'hui, c'est lui qui confectionne lui-même les combinaisons Aquaman. Autant vous dire que le néoprène, il connaît. Donc un grand merci à Xavier, grâce à qui on va devenir de fins connaisseurs. Si je vous donne 2 combinaisons, êtes-vous capable de définir les critères qui font que l'une peut être meilleure que l'autre? Pour comprendre ce qui définit le produit que vous avez entre les mains, il est important d'abord de comprendre les compromis économiques que doit faire le constructeur. Il y a 4 secteurs à prendre en compte pour définir le prix d'une combinaison. Premièrement, la qualité des matières premières. Plus ils sont de qualité, plus ils sont performants, plus ils sont chers. Deuxièmement, les coûts de fabrication. Il y a certaines méthodes de fabrication qui coûtent plus cher que d'autres, mais qui en échange apportent certains bénéfices. Troisièmement, les innovations techniques et ce qu'on pourrait généralement appeler la recherche et développement. Et au final, 4e point, et pas des moindres, la marge que fait le constructeur. On va détailler ces différents secteurs et vous allez très vite comprendre ce qui différencie 2 combinaisons. Le néoprène est la matière principale d'une combinaison. La qualité d'une combinaison, c'est d'abord la qualité du néoprène utilisé. Et quand je parle de qualité, je parle principalement de sa souplesse. La règle est très simple. Plus c'est souple, mieux c'est, plus c'est cher. Quitte à ce que le néoprène soit si important, commençons avec un peu d'histoire. Il existe différents fabricants de néoprène. Alors, quand je dis différents, il me semble que ça se compte sur les doigts d'une main, mais en tout cas, je pense que vous êtes nombreux à déjà avoir entendu le nom de la marque Yamamoto. Yamamoto, c'est un peu le producteur de néoprène historique. C'est la référence quand on parle de néoprène spécifiquement pour les combinaisons de triathlon. Pour preuve, prenez n'importe quelle fiche technique de combinaison de triathlon et vous allez voir que la seule marque qui est mise en avant sur ces fiches, c'est Yamamoto. Dans le milieu des années 80, Yamamoto a commencé à s'intéresser à un sport qui commençait à émerger, le triathlon. Et autant vous dire que le mec a eu le nez très très fin parce qu'à l'époque, c'était très confidentiel. À cette époque, Yamamoto a innové en proposant un nouveau type de néoprène beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, qui était à l'époque révolutionnaire, et c'est ce qu'on appelle le Yamamoto 39. Néoprène qui est encore largement utilisé aujourd'hui. Au-delà de sa souplesse et de sa légèreté, ce qui était réellement révolutionnaire, c'était qu'on pouvait appliquer sur ce Yamamoto 39 ce qu'on appelle du SCS. Le SCS, c'est un revêtement extérieur qui est appliqué directement sur le néoprène. Ça rend le néoprène déperlant et ça réduit énormément les forces de frottement entre l'eau et la combinaison. D'après les tests terrain dont j'ai pu discuter, alors ça vaut ce que ça vaut, mais une combinaison avec ou sans SCS, c'est 1 à 2 minutes par 1000 mètres de gagné. Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend du nageur, mais voilà, c'est une moyenne. Le SCS, il a 3 intérêts. Premièrement, qui dit une combinaison hydrophobe, dit une meilleure performance car moins de frottement avec l'eau. Deuxièmement, le traitement SCS, ça permet de réduire l'abrasion dans les zones de frottement, ce qui crée des combinaisons plus durables. Troisièmement, mais pas des moindres en triathlon, le SCS, ça permet de retirer sa combinaison beaucoup plus rapidement. Parce que de base, sans SCS, le néoprène, ça ne glisse ni sur le néoprène, ni sur la peau. Ce qu'il faut bien comprendre avec le SCS, c'est que ce n'est pas un argument marketing. Yamamoto sont les seuls à savoir le faire au monde. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on parle que d'eux aujourd'hui. Il faut imaginer que les mecs luttent constamment contre de l'espionnage industriel pour justement conserver leurs secrets. La recette du coca à côté, c'est rien du tout. Une fois qu'on a dit ça, le SCS, d'accord, c'est joli, c'est beau, c'est unique. Le problème principal, c'est que c'est cher. Voilà, pour un néoprène avec ou sans SCS, 20-30% plus cher.
Alors après, on pourrait continuer l'historique, évidemment, Yamamoto a continué d'innover. Milieu des années 90, ils sortent le Yamamoto Giga 40, encore plus souple, encore plus léger. Le dernier en date, milieu des années 2000, le Aerodome. Bref, plus la qualité d'une combinaison est élevée, plus elle est performante, plus elle est chère. La règle est simple, mais la réciproque n'est pas vraie. Alors la réciproque, là je sens qu'il y en a qui n'ont pas écouté en cours de maths, ça signifie que A implique B, donc ça veut dire que plus elle est de qualité, plus elle est performante, plus elle est chère. Cependant, dans ce cas précis, B n'implique pas A. Ce n'est pas parce qu'elle est chère qu'elle va être performante. Je vous explique pourquoi. Premier exemple, il peut être mentionné qu'une combinaison est faite en néoprène Yamamoto. Ça ne signifie pas que 100% de la combinaison est faite en néoprène Yamamoto. On va peut-être pouvoir vous mettre des petits bouts de néoprène un peu moins chers par-ci par-là, ça se fait. Même chose, deuxième exemple, une combinaison affichée comme haut de gamme et faite en néoprène Yamamoto Giga 40 SCS, ça ne signifie pas que 100% de la combinaison est faite en néoprène Yamamoto Giga 40 SCS. D'ailleurs, il n'y aurait aucun intérêt à faire ça. Une combinaison complète en Yamamoto Giga 40 SCS, ça coûterait des milliers d'euros, et au final, elle irait sûrement pas plus vite qu'une combinaison avec seulement du Yamamoto Giga 40 SCS au bon endroit. Alors comme ça commence à devenir un peu compliqué, ce qu'il faut retenir, il faut s'assurer que la diminution des coûts, soit pour diminuer le prix final de la combinaison, soit pour se faire plus de marge, ne se fasse pas au détriment de la performance de la combinaison. Mais a-t-on, en tant qu'amateur, en tant que non-expert, les compétences nécessaires pour faire justement cette différence entre différents matériaux? Sommes-nous capables de savoir si le néoprène de bonne qualité est au bon endroit ou non sur une combinaison? Je vais commencer par répondre pour ce qui est de différencier les qualités de néoprène, et je vais être assez honnête avec vous. Pour une fois, on a de la chance. La différence entre du Yamamoto, pas du Yamamoto, du 39, du 40, elle est flagrante. Demain, je vous fais venir, je vous fais tester l'élasticité, je vous fais toucher les différents néoprènes, vous êtes instinctivement capable de définir lequel est de meilleure qualité qu'un autre, lequel a un revêtement SCS, lequel non. Prends-le, tire-le, voilà. Ouais, c'est surtout principalement la souplesse qui va te... Ouais. Mais le toucher, tu verras, peut-être un peu aussi. Ok, après j'ai pas d'éléments de comparaison là, mais Ouais. là, à première abord, je dirais pas que c'est très souple. Tu peux vraiment tirer dessus fort, voilà, ok? Ouais, ça a pas l'air très souple. Ok. Je t'en donne un deuxième, tiens. Celui-là déjà, il est plus souple. Ok. Alors après, il peut avoir l'air un peu plus souple parce que parce qu'il est plus grand. l'échantillon est plus grand. Ouais. Ok, là, il est peut-être moins souple alors. Ok, je t'en donne un autre. Celui-là, garde le plié en deux. Celui-ci, je garde plié en deux. Ouais. Celui-ci, il est hyper souple. Ok, il y a une vraie différence de souplesse? Ouais, il y a une vraie différence de souplesse. Ok. Entre ça et ça n'a rien à voir. Ça, c'est hyper rigide à côté. Et celui-ci, bon, le fait que l'échantillon est plus grand, mais peut-être qu'en raccourcissant, il est moins souple encore que l'autre. Ok. J'hésite, mais en tout cas, ici, il n'y a pas photo. Même en raccourcissant, il est vachement plus souple, quoi. Ok. Tiens, je t'en donne un autre. Ok. Ils sont de plus en plus grands. C'est quoi ça? Celui-là, c'est pas souple du tout, là. C'est pas ouf, ça. Hein. C'est pas incroyable. Maintenant, il faut que je le classe ou pas? Ah ouais. Ok. Bah, c'est encore plus rigide que ça. Voilà. Là où il faut vraiment un tout petit peu plus d'expertise, c'est pour réussir à définir si le néoprène de bonne qualité est au bon endroit ou non. Pour ça, c'est pas vraiment une science exacte, mais après avoir discuté avec Xavier, on va dire que pour vous aider, j'ai réussi à en retirer 3 règles principales. Première règle, il faut le néoprène le plus souple possible au niveau des épaules pour être à l'aise en crawl. Pour ce qui est de l'épaisseur, il faut qu'il soit fin pour ne pas gêner le mouvement, mais il ne faut pas qu'il soit trop fin si vous voulez qu'il puisse garder un peu de chaleur. Deuxième règle, il faut du néoprène le plus souple possible au niveau des avant-bras et au niveau des mollets. Mais également, si votre budget le permet, il faut absolument qu'il y ait du traitement SCS à ces endroits-là. Parce que je vous l'ai dit, sans SCS, le néoprène ne glisse pas sur le néoprène. Donc si jamais ça vous est déjà arrivé de passer 2-3 minutes à essayer d'enlever votre combinaison, c'est sûrement parce qu'il n'y avait pas de SCS, et donc du coup quand vous essayez de retirer votre combinaison, eh bien la combinaison ne glisse pas sur elle-même et ne glisse pas sur votre peau, donc vous avez du mal à l'enlever. Troisième règle, il faut favoriser le SCS sur le plus de surface possible en contact direct avec l'eau. Par exemple, si pour des raisons de budget, la moitié de votre combinaison est en SCS et l'autre non, il vaut mieux que la partie en SCS soit sur le ventre et la partie sans SCS sur le dos. L'inverse, en plus d'être complètement bête, ça serait catastrophique. En fait, vous l'aurez remarqué, ces 3 règles, ce ne sont que des règles logiques. Mais croyez-moi, c'est pas parce qu'elles sont logiques qu'elles sont tout le temps respectées. Des combinaisons haut de gamme sans traitement SS au niveau des avant-bras et des mollets,
il y en a. Des combinaisons avec du SCS dans le dos et pas sur le ventre, il y en a. Bref, le problème c'est pas de vouloir économiser de l'argent. Comme je vous l'ai dit, les compromis sont obligatoires sur du haut de gamme si on veut pas payer des combinaisons de 3000 €. Le problème c'est que cette économie doit être faite de manière réfléchie. Voilà, vous savez tout sur le néoprène. Allez, on va pouvoir finir la vidéo, puisque quand on parle de performance d'une combinaison, on parle que du néoprène. Ça serait dommage de découvrir que, en réalité, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Le jersey est une pièce maîtresse qui va définir la souplesse finale de votre néoprène. Le jersey, c'est le textile qui est contre-collé au néoprène et qui permet de le renforcer. Sans ça, à chaque fois qu'on met et qu'on enlève sa combinaison, elle se déchirerait. D'ailleurs, je vais vous le montrer à la vidéo, c'est quasiment tout le temps le textile que vous voyez à l'intérieur de votre combinaison. Le jersey, c'est l'un des coûts principaux d'une combinaison. Mais comme le néoprène, il y en a de différentes qualités. Quand je dis différentes qualités, ça veut dire que son élasticité, ça peut aller du simple au double en fonction du prix. Et pour faire diminuer le coût de revient d'une combinaison, le fabricant peut très bien diminuer la qualité du jersey. Et vous l'aurez compris, tout le monde est en train de se toucher sur le néoprène, oh j'ai du Giga 40 machin, mais personne ne parle du jersey. Et dans ce contexte-là, c'est très facile de bluffer les gens. D'un point de vue marketing, c'est tellement plus simple de vendre une combinaison soi-disant haut de gamme en Yamamoto Giga 40, mais en accolant un jersey dégueulasse dessus, que, à l'inverse, vendre une combinaison Yamamoto 39, mais avec un excellent jersey, qui au final serait plus performante que l'autre modèle. Ok, donc ça c'est ton classement. Ça, c'est mon classement. T'es sûr? Je refais un petit tour. Je suis quand même en train d'hésiter de faire ça, en fait. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Je pense que je mettrai ça. Mais j'ai un doute quand même sur les deux à en verser, mais je mettrai ceux-là. Ok. Bon, celui-là c'est vraiment le meilleur, D'accord. 100%. Ok. Et ce qui est amusant, c'est que tu as hésité entre les deux. Ouais. Celui-là, c'est le même néoprène que lui, mais c'est pas le même jersey. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vois, en fonction du jersey, tu peux vraiment avoir une différence de ouf, parce que ça c'est du Yamamoto 39, ça c'est du 40, mais juste lui il a un jersey ok ou bon, et lui il a un jersey vraiment dégueulasse. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut te vendre une combinaison Yamamoto 40, Ouais. en te Avec disant un que c'est une jersey combi de pourri. ouf, Ouais. mais on te met un jersey de merde, et en fait ça sera Et pas il vaut mieux que mieux ça. avoir quoi. ça. D'accord. Mais Ok. oui, après quand les deux sont bons, Ouais, il n'y a puis vraiment pas après, photo. Et ça, par contre, c'est juste. Mon il y Dieu. en reste. Et ça se vend combien, un truc comme ça? Ouais, ils t'en foutent un peu partout. Ça. C'est honteux. Ça, le piège, en général, ils te le mettent au niveau des avant-bras et des jambes. Ouais. Tu as ni vu ni connu parce que personne n'ira tester l'élasticité à ce niveau-là. Ouais, tout le monde fait aux épaules. Et du coup, tu finis avec des combinaisons que tu n'arrives jamais à enlever parce que Ouais, c'est de la merde. c'est hyper élastique. Ouais, je m'imagine ça, plus une montre bien ouais. tight, jamais de la vie tu passes ton bah, bras. non. Ou Jamais tu de la l'arraches. vie. Ou tu l'arraches. Ouais. Et j'insiste, retenez bien ça, et Xavier valide, du Giga 40 avec un mauvais jersey, ce n'est pas plus souple que du 39 avec un excellent jersey. Et pour le consommateur, le problème du jersey, c'est qu'il n'y a pas de nomenclature pour ça. Donc pour savoir, vous avez que deux armes, vos mains et vos yeux. Il faut comparer, il faut tester l'élasticité. Et encore une fois, c'est pas bien compliqué, c'est même assez flagrant. Quand j'étais dans l'atelier d'Aquaman, en quelques minutes, j'étais capable de différencier les différences de qualité avec mauvais jersey, bon jersey. Et c'est là où acheter en magasin peut être intéressant, en plus de faire du bien aux petits commerçants du coin. Vous y avez la possibilité de tester et de comparer plusieurs combinaisons. Sur internet, la seule chose que vous allez pouvoir comparer, c'est le marketing. Et retenez bien ça, on peut vous mentir sur le papier, mais la réalité de l'essayage ne ment jamais. Revenons un court instant sur le néoprène et parlons de l'épaisseur de la combinaison. Pourquoi j'en parle après? Parce que l'épaisseur, ça vient après tout le reste. Un mauvais néoprène avec un mauvais jersey, ça a beau être fin, c'est quand même de la merde. Et il est important de noter que la qualité d'un néoprène n'est pas en lien avec son épaisseur. Un bon néoprène tranché épais restera plus souple qu'un mauvais néoprène tranché fin. Pour ce qui est de l'épaisseur, Xavier m'a donné ce qui pour lui était l'unique règle à retenir quand on parle de l'épaisseur d'une combinaison. Hormis au niveau des bras et des épaules, 5 mm partout, c'est l'optimal. Meilleure flottaison, meilleure poussée d'Archimède, meilleure conservation de la température. Même Vincent Louis lui-même valide cette théorie. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un autre argument? L'idée, c'est que 5 mm de néoprène, qui est la limite maximale autorisée, augmente énormément la flottabilité et que même pour les très bons nageurs, pour qui autant de flottabilité pourrait perturber un peu leur sensation de nage, malgré cette perturbation, vous restez plus performant avec 5 mm. En plus des matières premières, certains coûts de fabrication peuvent faire monter le prix. Pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple des coutures qui est intéressant. Il existe deux façons de réaliser les coutures d'une combinaison. La première, c'est de simplement coudre,
La deuxième, c'est de coudre et de coller. Cousu, c'est fait à la machine, c'est industriable, c'est peu coûteux. Cependant, quand on colle la combinaison en plus de la coudre, tout d'un coup, la combinaison conserve beaucoup mieux la chaleur. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand c'est simplement cousu, la combinaison c'est comme une passoire. L'eau froide rentre, l'eau réchauffée par le corps sort. Donc sur des distances un peu longues ou dans des eaux un peu froides, la question ne se pose pas, il faut du collet cousu. Parce que les désagréments liés au froid qu'on peut rencontrer en natation, ça ne s'arrête pas à la sortie de l'eau, ça peut continuer sur le vélo, voire même jusqu'en course à pied. Et dans certains cas, si l'eau est vraiment très froide, c'est même dangereux. Mais en échange, oui, je l'ai dit, s'il faut coller, c'est fait à la main, c'est plus coûteux. Et c'est encore plus coûteux si on demande à la petite personne qui fait ça avec ses petites mains de s'appliquer. Parce que si l'ouvrier ne s'applique pas, ça bave partout, mais ça coûte moins cher. Terminons avec le dernier poste de dépense dont je vous ai parlé au début, la R&D. Pour prendre un exemple concret des innovations que l'on peut apporter à une combinaison, je vais prendre l'exemple de l'Aquaman Gold. Qu'a-t-elle d'innovant qui nécessiterait des coûts de recherche? Premièrement, le col anti-frottement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un col bien ajusté reste mieux en place et ne frotte pas contrairement à un col plus large. Deuxièmement, une fermeture éclair étirable qui permet de gagner en amplitude. Ça, Aquaman sont les seuls à savoir le faire. Troisièmement, le bout des manches biseauté qui permet à la fois une meilleure entrée dans l'eau et qui permet une meilleure transition. Quatrièmement, les côtés plus rigides en aérodome qui permettent une meilleure compression et une meilleure stabilité latérale. Et ça, ça fonctionne comme n'importe quelle compression, c'est-à-dire que l'avantage principal, c'est qu'on a un meilleur retour proprioceptif. Voilà, tout ça, ce sont des exemples d'innovation plus ou moins importants qui viennent s'additionner entre elles et qui permettent, dans ce cas précis, d'obtenir le modèle haut de gamme de chez Aquaman. Et vous l'aurez compris, ces innovations, que ce soit par le coût de création ou bien par la méthode de fabrication, ça coûte cher, donc ça rajoute du prix à la combinaison. C'est l'une des raisons pour lesquelles plus on descend en gamme, moins il y a d'innovation parce qu'il faut limiter les coûts. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que d'un point de vue marketing, les innovations, elles peuvent être là seulement pour faire joli. Xavier, au fil de notre discussion, m'a donné une bonne idée afin de pouvoir déterminer si une innovation est plus marketing qu'autre chose. Il suffit d'observer l'évolution des anciens modèles d'une même marque. Certaines marques se réinventent constamment, on va dire. Elles enlèvent, elles rajoutent, elles changent, elles remettent, elles renlèvent. Il n'y a pas de constance. Et pour moi, cet argument, il fait mouche. Parce que quand on est un artisan, et je considère l'entraînement comme de l'artisanat, un artisan, il cherche à affiner son art avec le temps. Mais il ne remet pas 100% de son travail en question chaque année. Il vient modifier, améliorer des petites touches par-ci, par-là. Quand un artisan est persuadé profondément que son produit est de qualité, il va évidemment vouloir l'améliorer, mais il n'aura pas envie sans cesse de réinventer la roue. J'aimerais qu'on récapitule un petit peu tout ce qu'on s'est dit, afin de vous aider un peu plus concrètement à choisir votre combinaison de natation. Je sais qu'on n'a pas tous le même budget et le but de cette vidéo n'est pas de trouver la meilleure combinaison de natation, mais c'est de trouver le meilleur compromis pour votre argent. Et comme je ne peux pas vous faire toucher concrètement le néoprène, le jersey, etc., je ne peux vous donner qu'un seul conseil. Essayez en magasin plusieurs modèles. Testez les différences de souplesse, est-ce que vous êtes comprimé, est-ce que vous êtes lâche, est-ce qu'elle vous colle bien. Et pour ça, je vais reprendre simplement la définition de Xavier. Une combinaison qui vous correspond, c'est une combinaison qui colle à votre corps, mais dans laquelle on se sent bien. Et c'est encore plus vrai quand le néoprène et le jersey sont de haute qualité. Parce que dans ces gammes-là, quand on vous ment pas, la combinaison est censée être tellement souple qu'elle est censée parfaitement épouser les formes de votre corps, quelle que soit votre corpulence. Et j'en profite pour le répéter, l'essayage ne ment jamais. Et quand vous descendez en gamme, en réalité, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous comprimer plus que d'autres, il y en a dans lesquels vous allez vous sentir plus à l'aise que d'autres, il y en a, vous allez mettre 20 minutes à l'enlever et l'autre, vous allez l'enlever facilement. Là, par contre, comme on descend en gamme, évidemment, les matériaux descendent aussi en qualité, donc vont devenir de moins en moins souples. Et à ce moment-là, c'est très possible que certaines marques vous aillent mieux que d'autres. Non pas parce que leurs matériaux sont de meilleure qualité, mais simplement parce qu'elles sont mieux coupées pour vous. Les combinaisons, quand elles sont fabriquées, elles suivent des patrons et chaque marque a ses propres patrons. Et donc là où sur le haut de gamme, on se pose pas la question parce qu'elles sont tellement souples qu'elles vont forcément vous coller, sur le bas de gamme, le bas de gamme, milieu bas de gamme, quand on commence à descendre, et plus on descend, plus c'est vrai, plus le patron initial de la combinaison peut jouer sur votre sensation dedans. Une fois que vous avez fait tous ces tests de souplesse, que vous avez essayé, que potentiellement vous en avez une ou deux où vous vous sentez bien dedans, à ce moment-là, vous pouvez avoir une deuxième lecture sur les combinaisons si vous avez besoin de les comparer. Et pour ça, on reprend tout ce qu'on a dit. On regarde l'épaisseur, on regarde l'emplacement des pièces de néoprène de bonne qualité, on regarde est-ce qu'il y a du SCS, oui, non, comment sont faites les coutures, est-ce qu'il y a de la R&D, est-ce que au niveau des avant-bras et des mollets, le néoprène est assez élastique, voilà, toutes ces choses-là. Et ensuite, il faut passer à l'épreuve du feu, Déjà, il faut payer pour savoir, et puis, il reste plus qu'à nager avec. Et si vous avez vraiment bien respecté toutes les étapes que je vous ai dit, il y a quand même peu de chances d'être déçu.
Voilà, vidéo très longue, je suis exténué, mais j'espère qu'elle était exhaustive et informative. Pour ceux qui seront encore là avec moi, je vous le dis, hein, dans cette vidéo, il y a des informations, j'ai pas envie de dire exclusives, mais que très peu de gens savent. Et Xavier me l'a confirmé, avec toutes les informations qu'il y a dans cette vidéo-là, il y a peut-être même moyen que vous ayez plus d'infos sur la combinaison que vous allez acheter que le vendeur qui vous la vend. Donc, je remercie encore une fois Xavier Mérian, fondateur d'Aquaman, d'avoir permis cette vidéo et d'avoir donné accès à toutes ses connaissances. Personnellement, cet Aquaman Gold qu'il m'a offert à l'occasion de cette vidéo, je l'ai déjà bien utilisé puisque c'est celle qui m'a servi à Tallinn. Donc sur ce, entraînez-vous bien parce que bon, la combinaison elle a beau être bonne, il faut que le nageur qui soit dedans soit bon aussi. Et je vous dis à la prochaine. Bye!